Bonjour tout le monde. Euh, Bienvenue à cette haute assemblée où l'habitude qu'on a essayé de prendre de se parler à peu près une fois par mois, dans la mesure du possible, là, pour faire le point sur ce qui se passe. Écoutez, je regardais la date, on est le 18 mars, ça veut dire exactement 1 an et 4 jours après une journée qui va quand même pas mal passer à l'histoire pour Tremblant, pour Altera, pour probablement l'humanité, là, où le monde s'est arrêté, pour nous en tout cas, ce fameux 14 mars 2020. On peut comme pas croire que ça fait déjà 1 an qu'on est là-dedans. Euh, je pense aussi c'est une occasion parfois de prendre un peu de recul pour tout reconnaître, voir tout le chemin qui a été parcouru et de voir aussi que là, on commence à s'en aller vers une certaine sortie de crise là, avec la progression de la vaccination, les espoirs d'un retour à la normale dans un futur, espérons-le, pas trop lointain. On aura l'occasion, j'aurai l'occasion de vous donner un peu les perspectives qu'on peut avoir pour la saison qui s'en vient. Mais je pense aussi que c'est important qu'on revienne sur qu'est-ce qui nous a amené, qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette fameuse dernière année-là. On se rappelle, fermeture abrupte de la station là, quand on a réalisé là, que les risques de contagion étaient devenus beaucoup trop importants, il y avait trop de méconnaissances. Donc, dans un esprit de, encore une fois, toujours protéger la santé et la sécurité de nos équipiers, vous tous, de nos invités qui voulaient bien venir ici, mais qu'on n'était pas absolument pas certain qu'on était capable de donner un environnement qui était sécuritaire, et notre communauté qu'on voulait protéger. On a pris ces décisions difficiles-là, puis c'est toujours quand même, là, je reviens, là, je vais toujours insister là-dessus, tout ce qui a guidé l'ensemble de nos décisions depuis cette journée-là, que ce soit durant la saison estivale, euh, et là, évidemment, là, dans la saison hivernale qu'on vit présentement, ça a toujours été les événements qui ont guidé nos actions et qui continuent de le faire parce que, évidemment, là, on célèbre l'anniversaire, mais on réalise qu'on n'est pas, on n'est vraiment pas sorti de ça encore. On a quelques bonnes semaines encore devant nous. Les mesures de la santé publique sont quand même encore assez coercitives dans le sens qu'on est dans une zone rouge, on est encore en couvre-feu. Toutes les mesures à peu près les plus sévères qu'on a eu à mettre en place sont encore valides présentement. Donc, on n'en est pas sorti, mais reste que on a évolué, on a appris à vivre avec d'une certaine façon. Je ne dis pas qu'on l'apprécie toujours autant que notre mode de vie qu'on avait auparavant, mais reste que on est en exploitation. On a été capable de faire d'avoir notre saison de ski qui aujourd'hui, là, on est rendu, on ferme la station dans exactement un mois, le 18 avril. Donc, on peut dire mission accomplie d'une certaine façon parce que je vous dirais, les pronostics, quand on a commencé la saison et qu'on a vu les cas augmenter, l'effet de la deuxième vague, tous les aléas qu'on a eus avec la santé publique, les fermetures de commerce, on aurait pu ne pas être ouvert toute la saison et on a réussi à le faire. Puis c'est en grande partie grâce à un travail extraordinaire qui a été fait sur le terrain par les équipiers, par les équipes qui ont bâti les plans, qui ont assuré le suivi de ces plans-là, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on était capable de maintenir cette exploitation-là. Puis on est quand même confiant d'être capable de maintenir quand même une exploitation raisonnable d'ici à la fin de la saison de ski qui va être historique. On ne se le cachera pas, là, qui va être historique, mais qui va être aussi, selon moi, là, on va être quand même capable de souligner un certain nombre de succès. Puis je pense que c'est important qu'on soit capable de reconnaître certains de ces éléments-là. Donc, depuis le début de la saison, là, j'aime ça des fois qu'on s'en rappelle. On a commencé en zone jaune, qui est devenue éventuellement orange avec des protocoles d'opération qui nous permettaient d'avoir quand même une certaine flexibilité qu'on avait élaborée.
de concert avec un playbook qu'Altera avait développé là, pour l'ensemble des stations d'Altera, en suivant les directives de la santé publique et en se collant aussi avec ce que l'Association des stations de ski du Québec avait réussi à faire. On a bâti un plan d'opération pour le début de la saison qu'on a dû adapter de façon assez drastique à la mi-décembre, quand on est passé en niveau rouge, avec mettons, l'évolution de la fameuse deuxième vague. Et ça nous a forcé à fermer tous les points de vente de nourriture et boissons intérieures. Après ça, arrivé les fêtes, la mauvaise nouvelle qu'il a fallu qu'on ferme, en plus de ça, les boutiques. Restrictions additionnelles au niveau des remontées mécaniques. L'imposition du couvre-feu quand on est sorti des fêtes, parce que là ça avait, disons, explosé du côté des coûts. Fait qu'on a dû s'adapter plusieurs fois durant l'hiver. Et ça a été une très bonne gymnastique. Je pense que les invités, les équipiers, tout le monde a fait un effort que je qualifierais de colossal pour être capable de se conformer aux directives qui étaient changeantes, puis pour lesquelles on est encore en évolution. Mais malgré tout, on a passé à travers. Puis je reviens là, quand ils ont imposé le couvre-feu, on a passé à un cheveu. Vraiment un cheveu que l'ensemble des stations de ski soient fermées. Nous-mêmes, ici à la station, on a eu une couple de journées où est-ce qu'il y a eu de l'achalandage plus que prévu, qui nous a placés dans une situation un peu difficile. Les médias sociaux ont été sur notre dos. Les gens ont regardé tout ça, puis il y a eu des questionnements. Je pense que nos plans qu'on a mis en place ont été... nous ont permis de passer au travers, et je pense que ça a été une très bonne nouvelle qu'on a été capable de faire ça. Fait que, somme toute, là, quand on regarde ça en termes de développer des plans d'opération et d'adapter nos plans d'opération à une situation qui a changé sur une base constante, je pense qu'on peut être très, 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 très fier du travail qui a été accompli. Après ça, comme saison de ski, nous, évidemment, là, on parle toujours, là, il y a plusieurs éléments par lesquels on va être capable d'évaluer le succès d'une station de ski. Le premier, c'est l'achalandage. Puis l'achalandage, évidemment, avec les mesures, avec le fait qu'on devait restreindre le nombre d'invités sur le site, le fait qu'on devait restreindre le nombre de personnes qu'on mettait dans les remontées mécaniques et qu'on ne voulait pas créer des rassemblements, ça nous forçait à restreindre l'achalandage. Puis on avait quand même un bon modèle dans lequel on s'était donné une capacité X. On estimait combien de visites de passe de saison viendraient, puis ça nous laissait le nombre de billets qu'on serait capable de vendre. Et quand je regarde comment on l'a géré, là, on a eu honnêtement 3 journées dans l'année où on a l'impression là, que c'est allé au-delà de ce qu'on pensait, 3 ou 4 journées. Mais on pense que le modèle qu'on avait établi, là, il a quand même très bien fonctionné. Puis c'est pas facile parce qu'évidemment, on sait déjà là, qu'on a... on a une business qui fonctionne, qui dépend beaucoup de la température. Et les 3-4 journées où est-ce que ça a débordé, mais c'est des journées où est-ce que la température, justement, a été au plus parfait du parfait. Et ça a causé qu'il y a un peu plus de détenteurs de passe de saison qui malgré qu'on avait des estimés toujours avec un certain jeu, que ces estimés-là ont été dépassés largement, ce que ça a fait qu'on a eu peut-être un peu plus de visiteurs. Mais si je prends sur les 100 quelques jours d'opération qu'on a eu, d'avoir 3 ou 4 journées qui sont un peu en excédent, là, je pense qu'on peut être très fier du travail qui a été fait. Par contre, puis là, c'est encore une fois, quand on dit on essaie d'évaluer quel impact, comment on met un succès sur une saison.
Le fait qu'on est obligé de limiter les billets de ski, ça a un impact majeur sur une de nos trois composantes, qui sont nos équipiers, nos invités, puis notre partenaire financier. Le partenaire financier, avec la réduction d'achalandage, l'ensemble des unités d'affaires qui ont été, une grande partie des unités d'affaires qui ont dû être malheureusement soit réduites ou fermées, ça a été assez difficile. Puis je vous donne une donnée là, pour qu'on soit capable de l'apprécier. Le nombre de billets qu'on a vendus, parce que nos détenteurs de passes de saison, là, en termes de passes de saison, je dirais que c'est très semblable à l'année passée. Puis c'était pas mal les objectifs qu'on s'était donnés. Mais le nombre de billets qu'on a vendus, c'est la moitié du nombre de billets qu'on a vendus l'année passée. Fait que je vous laisse deviner que c'est une perte qui est colossale. Fait qu'avec les boutiques qui sont fermées, avec qui ont été fermées pendant 2 mois, avec toutes les cafétérias, toutes les unités d'affaires de nourriture et boissons, l'école sur neige qui a été réduite de façon très, très, très significative, même l'hébergement. Quand on fait la combinaison de tout ça, disons que le partenaire financier va souffrir pas mal et ce qui va sauver le partenaire financier, c'est évidemment le fait que nos entités gouvernementales ont fourni des supports importants avec la subvention salariale à l'emploi qui, honnêtement, je l'avais dit l'été passé, je le redis. Si on n'avait pas eu ça, le résultat serait du type catastrophique. Là, il est juste beaucoup moins bon qu'on aurait souhaité, mais c'est quand même, ça nous permet de passer à travers. Mais reste que le partenaire financier souffre beaucoup. Le volet invité, honnêtement, on a eu des commentaires des invités qui sont venus à gauche et à droite durant l'année qu'on a reçus, mais on constate quand même que la satisfaction de ces invités-là, elle a été relativement importante. On a changé de système de mesure de satisfaction des invités cette année pour être certain de mélanger encore plus nos choses dans une saison où est-ce que tout est anormal par rapport à ce qu'on avait toujours vécu. Donc, on a un nouveau système qui amène à la base une baisse au niveau du calcul de la satisfaction parce que les échelles ne sont pas montées comme de la même façon. L'année passée, on avait fini à 79 ou 80 le fameux Net Promoter Score qui nous donne une évaluation de 9 et 10 à la question si vous recommanderiez cette station à un ami ou un collègue, moins ceux qui nous donnent 6 et moins sur cette échelle-là, ça nous donne, l'an passé, on était à 80% de net, donc je pense que c'était 83% de promoteurs, moins 3% de détracteurs qui sont des 6 et moins. Cette année, on est à date pour la saison à 58. Le changement de système expliquait un 10 points de différence, donc notre objectif était d'être plus autour de 70. Là, on est à 58. Bon, la COVID, les mesures sanitaires, on passe probablement, malheureusement, plus de temps souvent à expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire plutôt que de leur rappeler à quel point ils passent une belle journée. Mais malgré toutes ces mesures-là, pour moi, le 58 est un chiffre extrêmement satisfaisant. Puis c'est le reflet de travail extraordinaire qui a été fait. Dans tout le réseau Altera, là, on est 6e sur 14, mais avec, je pense, un demi-point de différence avec la 4e. Donc, on se comporte très bien. Ça va très, très, très bien de ce côté-là. C'est certain que dans notre clientèle, il y a plusieurs types différents. Il y a des gens qui, dans le même sondage pour la même journée, il y a des gens qui vont nous dire des félicitations incroyables sur le respect des mesures sanitaires. Et tout de suite après, on va recevoir un sondage la même journée, à peu près à la même heure, qui va dire qu'il y a un laxisme épouvantable au niveau des mesures. Fait que c'est sûr que ça reflète la perception différente qu'il y a dans la population par rapport aux mesures sanitaires. Mais somme toute, là, quand on le met on prend un recul, le fameux 58 est excellent.
notre dernier pilier, évidemment, le pilier des équipiers, puis je le gardais pour la fin, pas parce que c'est moins important, mais plus parce que je voulais être capable de faire couvrir 2 éléments à l'intérieur de ça. C'est l'évaluation de la satisfaction des équipiers. On attend les résultats finaux du sondage. On vous remercie infiniment d'avoir complété le sondage. On a 76% des équipiers actifs qui ont complété le sondage. Ça nous permet de dire que les résultats qu'on va recevoir sont représentatifs de votre opinion. Et pour nous, là, un haut taux de participation, c'est ce qu'il y a de plus important parce que ça donne une signification aux résultats. Donc, quand on va les avoir compilés, les avoir analysés, puis ça, c'est probablement la prochaine rencontre, on va être capable de vous partager les résultats. Et à ce moment-là, là, on va pouvoir vraiment avoir un regard, mais on a bon espoir qu'on va être content, puis on va avoir des pistes de solutions sur certains éléments qui pourraient être à ajuster ou à améliorer. Le dernier élément que je voulais mentionner pour les équipiers, puis c'est pour ça que je pense que c'est extrêmement important. Évidemment, là, on a vécu avec la COVID tout l'hiver. On avait vécu avec la COVID l'été passé. Et pour nous, je répète là, que c'était extrêmement important d'être en mesure de protéger la santé et la sécurité des équipiers et de la communauté, tout autant que celle des invités. Et je pense que vous voyez tous à l'écran là, présentement le tableau des cas COVID qu'on a eu depuis le début de la pandémie. Les chiffres que vous avez à l'écran, c'est depuis le 14 mars l'année passée. La compilation de tous les cas qu'on a eu depuis le début. Puis, je pense que quand on regarde ça, on a eu 23 cas actifs, pas actifs, mais des gens qui ont testé positif au total. Il y a plus de cas actifs présentement. 8 cas de contagion à l'interne. On a encore une personne qui est en attente. Il y a beaucoup de gens qui ont testé négatif. Puis des gens qu'on a mis en isolement préventif puis qui n'ont pas été testés. Fait que ce que ça amène, c'est qu'on a eu au total 250 personnes qui ont été mises en isolement préventif, mais la donnée importante, il y a 23 cas actifs, positifs en tout. Fait que ça, pour nous, si je fais le comparable là, avec les autres stations d'Altera avec lesquelles on a des statistiques, parce qu'évidemment, ce n'est pas des statistiques qui se partagent avec toutes les stations de ski au Québec, là. De loin, on est celui qui aura eu le moins de cas positifs dans les stations qui auront été ouvertes toute l'année. J'exclus Blue Mountain de l'équation parce qu'ils ont été fermés pendant une période assez prolongée durant la saison d'hiver. Mais moi, j'avais des appels avec certaines stations qui étaient aux prises parfois avec 75 cas actifs. Là. Alors, nous, d'avoir au total 23 cas positifs, pour moi, c'est le reflet d'une très grande discipline de la part des équipiers qui fait en sorte que même quand il y a eu des cas qui ont circulé, on n'a pas fait de transmission. Et je pense que ça reflète le fait que les plans d'action, les plans d'opération et tout le respect, le port de l'équipement de protection individuelle, et tout ce qui a été mis en place, ben ça a fonctionné. Je pense que ça doit être une très belle fierté pour nous tous parce que c'est quand même extrêmement important. C'est important pour nous de protéger la santé et la sécurité et on voit je pense qu'on a bien réussi à le faire. Le défi qu'on a, ben, c'est de ne pas baisser les bras. Puis là, on arrive à la fin de saison, on arrive au printemps. On arrive aussi où là, la vaccination a pris son envol. Le comportement commence à s'adapter. Le beau temps qui arrive, on voit les journées de printemps. Puis je vous dirais que présentement, là, notre niveau d'inquiétude, puis c'est un sujet qu'on parle beaucoup à l'exécutif, c'est il nous reste 5 semaines, en fait, il reste 31 jours à la saison de ski. 5 gros week-ends là-dedans.
Et on pense que on doit mettre les bouchées doubles pour s'assurer de maintenir le travail, les efforts qui ont été faits au niveau du respect des mesures sanitaires parce que, encore une fois, c'est pas parti. La COVID est encore là, est encore parmi nous. Puis avec le printemps, la perception, la possibilité de laisser aller est beaucoup plus grande et on veut absolument éviter de s'en aller de l'autre côté avec des cas de contagion qui sont extrêmement importants. Fait que pour nous, là, en fait, le message que je dirais, c'est surtout ne pas lâcher prise. Nous, je dirais, là, au niveau de la montagne, de l'exploitation, tout ce qui sont nos points de vente, là, je pense qu'on a un très bon contrôle. Puis si on maintient ce qu'on a fait, bien, les résultats qu'on a là, on peut penser qu'ils vont se maintenir. Je dirais qu'on a beaucoup de soucis et beaucoup de discussions présentement avec tous nos partenaires dans le village piétonnier, où là, c'est plus difficile à contrôler. Il y a plein de mesures. Là, le week-end dernier, pour ceux qui étaient ici, il y avait beaucoup de présence de gens qui étaient affichés, qui étaient là pour faire le respect des mesures sanitaires dans le village, la distanciation, où est-ce que les gens vont manger. Le plan va être adapté encore ce week-end parce qu'on pense qu'on a besoin de l'amener à un autre niveau. Puis on risque de devoir s'adapter encore d'ici la fin de la saison parce qu'on pense que ça va être un bon défi d'être capable de maintenir la cadence au niveau des mesures sanitaires pour les prochaines semaines. Mais la demande que je vous fais à tous, c'est on ne lâche pas, on continue. Et on sait que c'est pas facile. Puis on a tous probablement hâte de passer à autre chose, mais il reste que la dernière chose qu'on veut, c'est des éclosions majeures qui arrivent ici et qui mettent la santé de nos gens à risque et aussi la continuité d'affaires de notre entreprise. Donc, on veut vraiment continuer sur les bonnes tendances qu'on a eues à ce jour. Très rapidement, là, je ne peux pas vous donner des perspectives trop importantes, mais je voulais vous donner au moins un aperçu de comment on regarde l'été. Présentement, au niveau de l'été, c'est très difficile de voir que ça va être bien différent de l'été passé. Donc, la façon qu'on approche l'été présentement, c'est de penser que ça va être un été qui va ressembler à l'été dernier, dans le sens que les mesures sanitaires de 2 mètres, de masques à l'intérieur, de protection, équipement de protection individuelle et tous ces éléments-là, on a de la misère à penser que ça va évoluer de façon importante. Présentement, on n'a aucune nouvelle formelle de la part de la santé publique par rapport à la tenue d'événements, mais on est très peu optimiste qu'on serait capable d'avoir des grands rassemblements. Donc, notre planification pour l'été est de dire que ça va être une planification, ça va être un été qui va être très semblable à l'été passé. Et à cause de ça, ben ça nous donne une approche relativement... on essaie d'être relativement conservateur dans notre approche par rapport à l'été. On va parler éventuellement de comment on voit l'hiver prochain, où est-ce que là, ça se peut qu'on ait une attitude un peu plus optimiste. Et on va toujours souhaiter qu'on va avoir des bonnes nouvelles qui vont nous amener à être de plus en plus optimistes parce que la vaccination va progresser. Mais pour l'été, présentement, c'est vraiment de dire notre anticipation de l'été prochain, c'est que ça va ressembler beaucoup à l'été qui vient de se terminer avec l'été passé et qu'il n'y aura pas de différence majeure, ne serait-ce par le fait qu'il n'y aura probablement pas d'ouverture de la frontière et probablement pas d'événements majeurs qui nous ont toujours distingués, qui va faire en sorte qu'on pense qu'il va y avoir un bon achalandage, les gens vont venir nous visiter, ils ne pourront pas vraiment aller à l'extérieur. Donc, à cause de ça, on va avoir un bon achalandage, mais ça ne sera pas comparable à ce qu'on avait il y a 2 étés avec la trame événementielle. Fait que ceci, ça complète un peu ce que je voulais partager avec vous. Avant de conclure, puis on va revenir avec les questions, il y a 2 éléments que je veux amener. Puis on a une invitée spéciale avec nous qui est Nathalie Dandois,
que vous connaissez tous, qui travaille avec l'équipe d'entretien sites et bâtiments, mais aussi qui pilote tout notre comité éco-responsable. Et je pense que, encore une fois, là, même si on est en COVID, là, il y a des choses auxquelles on tient. Puis le respect de l'environnement, c'est une de nos valeurs. Et tout le travail que Nathalie et son équipe font au niveau éco-responsabilité, c'est extraordinaire. Donc, Nathalie, je te passerai la parole pour nous parler de ce qui se passe côté éco-responsabilité et je vais revenir dans quelques secondes. Parfait. Merci beaucoup. Puis merci pour l'invitation spéciale. Puis en effet, on a une bonne nouvelle à partager aujourd'hui au niveau de ce qui concerne, en ce qui concerne l'éco-responsabilité. Avant de partager cette bonne nouvelle, je voudrais juste faire un retour rapide sur l'historique de tout ce qu'on a fait en éco-responsabilité. Souvenez-vous, en 2016, on a fondé un comité sur lequel siégeaient différents représentants de la majorité des départements de la station. Ça, c'était il y a 5 ans. En 2017, nous nous sommes fait certifier entreprise éco-responsable, c'était le niveau 1, pour notre engagement. Donc, nous avions monté un plan 5 ans. Ce plan 5 ans allait travailler sur différentes dimensions du développement durable, qui sont la dimension sociale, la dimension économique, la dimension environnementale et la gouvernance. Donc, à partir du moment où on avait un plan 5 ans, on avait un engagement. C'est pour ça qu'on a eu le niveau 1 en juin 2017. Juste pour rappel, on était la première station de ski à aller chercher cette certification-là en 2017. Et c'est toujours valable à ce jour. On est toujours la seule station de ski du Québec à avoir cette certification-là. Alors, en novembre 2019, on s'est fait inspecter, auditer par la firme Écossaire, qui est une firme de développement durable qui est spécialisée surtout pour la norme des entreprises éco-responsables. C'est une firme internationale et ils sont venus valider qu'est-ce qu'on avait fait. Est-ce qu'on avait réellement mis en place des actions qui étaient planifiées dans 2 ans auparavant? Et suite à l'audit qu'on a eu, nous avons obtenu la certification niveau 2. Ça veut dire que ce n'était plus juste un engagement, mais c'était un niveau de performance. Ça, c'était vraiment déjà une très, très bonne nouvelle. Ce niveau de performance, le niveau 2, on devait aller le renouveler ici au mois de février dernier. Puis, avant d'embarquer un petit peu sur tout ce qu'on a fait, je voudrais que vous sachiez que l'année 2020, ça a été une année assez particulière et ça ne semblait pas de bon augure au début de l'année 2020 pour continuer à travailler sur des dossiers éco-responsables. Malgré tout, on a quand même été capable de travailler sur de nombreux dossiers. Puis, si je peux me permettre, n'hésitez pas à regarder à chacune des semaines les capsules éco-responsables dans l'info équipier, parce qu'on les partage à chaque semaine. Donc, si vous voulez savoir tout ce qui a été fait, il y en a beaucoup qui ont été faites, retournez dans les capsules des infos équipiers. Donc, en 2021, janvier 2021, on devait renouveler notre niveau 2 au niveau de la certification et toujours montrer qu'on était dans l'engagement, qu'on était plus que dans l'engagement, mais qu'on était toujours dans la performance. Ça a été assez particulier parce que quand nous avons fait le dossier pour présenter à la firme Écossaire pour l'audit, on s'est rendu compte que non seulement on avait commencé en retard, genre au mois de juillet, toutes nos actions éco-responsables, mais on en avait mis énormément sur pied. Et il y a beaucoup de départements de la station qui ont travaillé sur des projets de différentes envergures. Certains étaient vraiment des gros chantiers, d'autres étaient des plus petits chantiers. Et avant d'aller plus loin, je voudrais juste prendre le temps de remercier toutes les personnes qui sont aujourd'hui sur le comité éco-responsable et qui ont travaillé à un moment ou à un autre cette année dans les programmes qu'on a mis en place. Alors, au niveau du marketing, on a Jean-François Gour et Charles Côté. On a Marie-Ève Bessette aux finances. On a Carole Desjardins, l'analyste. On a pour l'hébergement Nathalie Brosseau. On a Stéphane Groux pour Magasin Boutique. On a Nadia Meves pour les ressources humaines. On a Julie Racine pour l'approvisionnement. On a Christian Paradis pour nourriture et boissons. Et on a Christine Tremblay qui est notre chargée de projet environnement. Puis même si toutes les personnes
que je viens de citer ont travaillé vraiment très activement sur plusieurs projets. Je voudrais vraiment souligner la part de Christine dans tout ce qui a été fait. Elle travaille souvent dans l'ombre parce que Christine est une personne très discrète, mais je peux vous dire qu'elle en a mis des heures sur tout ce qu'on a mis en place. Donc, merci beaucoup, Christine. C'est très précieux, ton aide. Donc, comme je vous disais, en février dernier, on devrait faire un audit pour renouveler notre certification niveau 2, mais on a eu la chance, grâce à 2 éléments particuliers distinctifs, c'est-à-dire le fait qu'on fait une analyse de nos émissions de gaz à effet de serre à chaque année depuis qu'on fait partie du Climate Challenge, et le fait également d'avoir travaillé sur un dossier avec plusieurs parties prenantes. Sans rentrer dans les détails, ce dossier, c'est un programme, un guide pour les événements éco-responsables sur lequel la Ville de Mont-Tremblant, l'Association de villégiature et nous à Station Mont-Tremblant avons travaillé, et ce guide va être officiellement actif à partir du mois de mai. Tous les événements sur le territoire de Mont-Tremblant, que ce soit à la station ou sur le domaine de la municipalité, vont devoir respecter un code éco-responsable. Grâce à ces 2 éléments-là, nous avons été capables d'aller chercher le niveau 3, qui est le niveau optimum. Puis c'est une excellente nouvelle parce qu'on ne s'attendait pas à avoir cette reconnaissance. Et la meilleure des nouvelles là-dedans, c'est que nous sommes la toute première entreprise au Québec. Station de ski ou autre entreprise éco-responsable confondue, on est la toute première entreprise à aller chercher cette marche de niveau au niveau des entreprises éco-responsables. Donc c'est une grande fierté. On est très fiers de la situation, on veut le partager. Il y a un communiqué de presse qui va sortir aujourd'hui. Il y a également le nouveau logo qui va être affiché dans l'entrée du IN, puisque c'est là qu'on veut partager notre visuel. Et la firme Écossaire veut également faire la promotion de nous en tant que première station qui est allée chercher ce niveau 3. Et je veux juste terminer en disant un gros bravo à tous, puis je suis très fière du résultat, puis vous pouvez tous être fiers parce que même si c'est le comité qui a travaillé dessus, chacun d'entre vous, vous avez embarqué dans le projet, puis il ne faut pas lâcher. Merci. Le micro est désactivé. La fameuse phrase célèbre « t'es en mute ». Alors, dans un premier temps, un énorme merci, Nathalie, pour les très belles nouvelles. Je pense que c'est une grande fierté pour nous tous d'avoir été chercher cette certification-là, cette reconnaissance de la part d'un organisme qui regarde quand même beaucoup d'entreprises au Québec et qui nous octroie cette certification-là. Je pense qu'on peut en être très fiers. Je remercie l'ensemble des membres du comité pour leur implication. Comme il a été mentionné, tous les équipiers qui participent à ça de près ou de loin, mais je veux souligner le leadership de Nathalie dans tout ça, qui y croit et qui continue de pousser et qui vraiment fait en sorte qu'on est capable d'atteindre des résultats comme ceux-là. Donc, un énorme merci, Nathalie. C'est vraiment apprécié ton implication de ce côté-là. L'autre élément qu'on voulait discuter, qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, avant d'aller à la période de questions, parce que je vais faire une période de questions après, c'est évidemment, on est en mode COVID, mais il y a des choses qui continuent, puis on a des équipiers qui continuent de se démarquer sur le terrain. Fait qu'on voulait célébrer les équipiers au sommet. C'est encore une fois très particulier de faire ça dans un mode virtuel, mais c'est la seule façon qu'on peut se réunir présentement. Donc, on va faire la célébration des équipiers au sommet. Et pour ça, on a une vidéo qui a été tournée qui va nous permettre de faire cette célébration-là. Donc, allons-y avec la vidéo. Bonjour la grande équipe Tremblant. Aujourd'hui, on est ici pour faire un clin d'œil aux équipiers qui se démarquent au quotidien. Grâce au programme des équipiers au sommet, nous soulignons les équipiers qui, selon nous, transmettent et font vivre les valeurs de la station. L'intégrité, la collaboration, la performance, l'environnement,
Le plaisir et tout ça en sécurité, surtout dans une année de pandémie. L'année 2020 a été une année de grande adaptation, de résilience, mais aussi de grands succès. Entre autres, la collaboration et la participation de chacun nous ont permis cet été et nous permettent encore de livrer une expérience de villégiature de haut niveau, malgré les changements constants. Merci à tous. En 2020, ça nous a mis aussi au défi de revoir toutes nos façons de faire. C'est un bon exemple aujourd'hui parce qu'on va vous présenter nos médaillés 2020 de façon virtuelle. Alors, place à nos médaillés 2020. Francis Desjardins, il travaille pour le département d'entretien sites et bâtiments depuis bientôt 2 ans. Il avait commencé avec nous comme journalier chauffeur, donc pour ESB. Et quand on a donné la chance aux journaliers d'aller chercher des classifications pour conduire certains véhicules avec d'autres classes, Francis a sauté sur l'occasion et il est allé passer son permis de classe 3. Il a profité de la pandémie, des moments où on était un peu moins occupé, pour pouvoir aller chercher ces classifications qui lui ont permis justement d'appliquer sur le poste de journalier boueur et de conduire des camions un peu plus sophistiqués qui demandent des classes supérieures. Puis la raison pour laquelle on vous présente Francis, c'est parce que Francis est notre espoir de médaille pour l'an dernier. C'est un bel atout dans l'équipe. On est vraiment très content qu'il fasse partie de l'équipe. C'est quelqu'un qui est très consciencieux au niveau de son travail. C'est quelqu'un qui est assidu, qui est ponctuel, toujours une belle attitude avec l'ensemble de l'équipe. Travaille dans la bonne humeur, travaille dans la sécurité. Puis il va même au-delà de nos attentes parce que pour être certain que nous rendions tous les services nécessaires pour satisfaire notre clientèle, il n'hésite pas à rentrer des journées supplémentaires ou à faire un peu plus d'heures sur sa journée. Donc, à nouveau, on est vraiment très content d'avoir Francis avec nous. Merci, c'est un honneur pour moi de travailler à Tremblant, avec le secrétaire Tremblant, tout le superviseur à la Maison-Blanche, et tous mes équipiers. Puis je pense que c'est un travail d'équipe. Puis on a bien du fun à travailler, à relever les défis, surtout en ces temps de pandémie. Donc, quand je rentre travailler, j'ai du fun. Je suis content de venir travailler le matin à la station. Donc, c'est ça. Puis, c'est ça. Je suis en nomination. Donc, parler de Anthony Prévost, vérificateur de billets aux remontées mécaniques. C'est lui notre espoir de médaille pour l'an dernier. Il s'agit d'aller aider ses collègues, d'aller opérer une remontée mécanique, d'aller fermer le TGV en fin de journée, de rentrer les électricités et les cabines dans le garage. Anthony est toujours disponible, toujours fiable et flexible à toutes nos demandes. On est fiers qu'il ait remporté la médaille de bronze pour son bon travail. C'est un gars d'équipe. Il travaille super bien avec ses collègues, il est bon avec les nouveaux, il aime ça les coacher. Son aire d'attente est toujours la plus droite et la plus forte, c'est toujours la mieux petite. Anthony peut faire n'importe quoi, toujours avec le sourire. C'est tellement agréable de travailler avec lui, beau temps, mauvais temps, il n'y en a jamais de problème, il y a toujours une bonne attitude. Anthony, j'espère que tu vas être avec nous pour de nombreuses années encore, on est fiers de toi. Diane, ton service, ta rigueur, ta disponibilité pour tous tes collègues font en sorte d'élever le niveau de qualité de toute l'équipe du service à la clientèle. Diane, depuis le début de la pandémie, l'application des mesures sanitaires, puis le respect de la distanciation, c'est notre meilleur. Merci. Diane, tu es une référence pour tes collègues. Tu es toujours là pour aider, toujours en mode solution pour tes collègues. Merci. Bravo, Diane! Merci, Diane! Bravo! Bravo, Diane! Bonjour! Marc s'est joint à l'équipe informatique, ça fait un peu plus d'1 an. Et dès ses débuts, les usagers nous disaient à quel point Marc comprenait bien leurs besoins, même qu'il allait au-delà de leurs besoins. C'est quelqu'un qui était original dans ses propositions de solutions.
que c'était quelqu'un qui était réceptif aux changements, aux demandes. C'était agréable de communiquer avec lui. Bref, Marc est quelqu'un de serviable, de généreux avec ses commentaires, ses connaissances. Il aime bien partager ses connaissances et c'est quelqu'un qui va fouiller vraiment pour trouver la solution au problème. On est bien fiers que ce soit lui qui remporte la médaille d'or pour l'hiver 2020. Fait que bravo Marc. Merci. Et c'est Raymond que c'est qui vient. Raymond, Sophie, elle doit quitter pour quelques minutes. Ça te dérangerait-tu de la remplacer? Il n'y a pas de problème. Raymond, t'aurais besoin de quoi, ça à manger? Il n'y a pas de problème. Pour les 4 postes que tu as occupés cette année, puis toujours en mettant une bonne performance, on tient à te dire merci vraiment pour ta polyvalence. Merci Raymond pour ton engagement exceptionnel et ta grande flexibilité. Nous sommes fiers de t'avoir parmi notre équipe du Holiday Inn Express. Merci encore. Un gros merci à toi, Raymond, pour ton esprit d'équipe et ta bonne humeur. C'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Tu es toujours là pour aider les équipiers. Bravo, Raymond! Félicitations! Il me fait grand plaisir de vous présenter la médaillée argent de l'été 2020. Bonjour, mon nom est Maud Ladelle, coordonnatrice expérience évitée numérique. Alors, toute l'équipe est unanime pour dire que ton travail s'est vraiment démarqué, Maud, par ta polyvalence, ton esprit d'équipe, ton ouverture, mais aussi ton professionnalisme au cours de l'été 2020 en contexte de pandémie. Ceux qui ne connaissent pas Maud, c'est elle qui gère l'ensemble des contenus des écrans numériques qui se retrouvent dans les bases des remontées et différents points de service. Elle est aussi derrière la création de la majorité des visuels qui servent à promouvoir les mesures sanitaires au courant de l'été puis aussi de l'hiver. Et Maud est une ressource partagée aussi avec le service à la clientèle puisqu'elle répond à tous les commentaires et questions clients qui se retrouvent sur nos plateformes des réseaux sociaux. Il va donc sans dire que ton travail a été vraiment essentiel au courant de l'été avec notre nouvelle réalité. Et on tient donc à souligner ton cœur à l'ouvrage. Félicitations, Maud. Merci, ça me fait plaisir d'être souligné comme médaillé. Bonjour tout le monde, l'équipe d'entretien des remontées mécaniques est très fière d'avoir Mario Boucher comme médaillé d'or pour l'été. Mario, l'équipe t'a choisi parce que tu te démarques par ton attitude et ton leadership, que ce soit à s'adapter à des nouvelles procédures ou s'adapter à des changements technologiques comme dans la dernière année. Tu as su te démarquer avec ton ouverture d'esprit et ta facilité d'adaptation. Malgré que Mario est notre doyen, après 45 années de service, Mario est toujours fidèle au poste et c'est un leader à suivre. Mario s'occupe de l'inspection des remontées mécaniques, l'ouverture des remontées mécaniques et aussi il s'occupe de réparer les outils, donne un coup de main aux autres départements pour réparer des pièces, souder des pièces brisées. Et en spécialiste de l'hydraulique, Mario s'assure aussi de former sa relève pour que les plus jeunes dans le département prennent de ses connaissances. Mario, la retraite approche à grands pas. Malheureusement pour nous, très heureusement pour toi, on voulait prendre l'occasion pour souligner ta contribution non seulement au sein de l'équipe, mais au sein de l'entreprise au complet. Donc, en mon nom personnellement et au nom de toute l'équipe, félicitations Mario. Wow! Ben, merci. Dans un premier temps, je voudrais dire un énorme bravo et merci à tous les gens qui ont été mentionnés et à ceux qui ont eu les médailles. C'est le fun de pouvoir faire cette reconnaissance-là. C'est un peu particulier de le faire à distance comme on le fait présentement, mais quand même, on réussit à reconnaître les gens et on trouve que c'est important. Peut-être un point à mentionner,
Évidemment, avec la technologie, des fois, le vidéo, il est peut-être un peu saccadé. On va le mettre disponible, l'accès disponible dans l'info équipier, le lien pour que les gens puissent y avoir accès. Mais je voulais aussi mentionner, puis je pense que c'est assez important, un coup de cœur qui ne fait pas partie de ce qu'on a mis dans la vidéo, mais un coup de cœur de l'équipe ici, l'équipe exécutive, et je pense que tout le monde va comprendre pourquoi. Pour nos deux leaders du comité sanitaire, de l'application des mesures sanitaires sur le site, Sid Herrera et Mathieu Aubin, qui honnêtement ont fait preuve d'un dévouement et d'un engagement exceptionnel et que je ne pourrais même pas qualifier davantage. Le travail qui a été fait sur le terrain pour nous protéger. Et je répète, c'est pour nous protéger. Le travail qu'ils ont fait d'être toujours présents, de toujours s'adapter. Quand on a réouvert, c'était juste de se rassurer qu'on faisait les bonnes choses, d'accueillir les équipes pour être capable de se rassurer. Après ça, c'était d'adapter les plans d'opération à toutes les mesures sanitaires qui n'arrêtaient pas d'évoluer. Et croyez-moi, elles n'ont pas arrêté d'évoluer. On le voit encore. On est rendu, je pense, à la 9e itération du plan des mesures sanitaires pour l'hiver. Et le travail qu'ils ont fait également de concert avec la santé publique pour l'ensemble des éléments, mais entre autres, quand on a eu des cas au niveau de tout ce qui s'appelle le retraçage des cas, la santé publique nous voit aujourd'hui comme un exemple sur la façon de gérer des cas. Et ça, c'est grâce au travail de Sid et Mathieu. Donc, je pense que c'est important de souligner leur travail et c'est pour ça qu'on a mis cette mention coup de cœur pour souligner le travail exceptionnel. Donc, merci à vous deux. C'est un travail d'équipe, mais évidemment, comme je dis, des fois, il y a des gens qui doivent leader et qui doivent aller au front. Et Sid et Mathieu sont allés au front depuis le début et c'est extrêmement apprécié. Ça conclut la portion présentation. Là, maintenant, je vais répondre à quelques-unes, en fait, aux questions qui ont été posées. Il y en a quelques-unes qui sont arrivées dans le chat, mais on avait reçu quelques-unes à l'avance, donc je vais tenter d'y répondre le mieux possible. La première question qui avait été posée, c'est pour la saison d'été, que va-t-il se passer côté restauration? Est-ce que le Grand Manitou va ouvrir pour le service de nourriture et boissons? On n'a pas de boule de cristal, mais on se permet de l'espérer. Comme j'ai dit tantôt, notre lecture de la situation est qu'on pense que de façon raisonnable, on aura un été avec des mesures sanitaires relativement semblables à celles de l'année passée. Et l'année passée, on avait le droit d'avoir un service de nourriture à l'intérieur avec des capacités restreintes, avec toutes les mesures de distanciation en place. Donc, on pense que c'est raisonnable de prétendre que ça va arriver. On n'a pas de garantie, on n'a pas de boule de cristal, la santé publique ne nous a donné aucun signe concret, mais si on prend l'ensemble des messages qui sont lancés, on pense qu'on a un espoir raisonnable que le Grand Manitou et les services de restauration vont ouvrir, mais encore une fois, ça dépend tout de ce que la santé publique va nous donner comme alignement. La deuxième question qui a été posée, c'est étant donné l'évidence de la vente du géant, quel est le délai de vente pour le diable? Et évidemment, il y avait un commentaire qu'on ne veut pas perdre de temps, on veut être certain qu'on a une réponse transparente. Mais la réponse transparente, c'est que le géant n'est pas vendu, n'est pas à vendre, donc encore moins le diable. La raison pour laquelle on a pris la décision de ne pas réouvrir le géant, c'est évidemment, là, on est dans une situation assez complexe. Même si l'industrie du golf a eu un bon été, on n'est pas certain que l'industrie du golf est une industrie qui est en croissance. En fait, depuis 20 ans, c'est une décroissance constante. Et ça fait en sorte que notre business, notre activité golf, est une activité qui malheureusement n'arrive pas à faire 100% de ses frais. Et en concentrant tout sur un terrain, on pense qu'on est capable d'arriver à
équilibrer un peu plus les choses. Mais aussi, le golf, le géant a besoin d'investissements qui sont quand même assez significatifs. Donc, on attend de voir quelle tendance l'industrie va prendre cet été. L'industrie dans la région, là, on sait que probablement la belle ne sera pas en opération. On ne sait pas ce qui va se passer encore avec la bête. Donc, quand on aura une meilleure vision de qu'est-ce qui va arriver avec l'industrie du golf, la décision finale sur le futur du géant sera prise en tenant compte de tous ces éléments-là. Mais il n'est pas vendu, il n'est pas à vendre, il n'est pas sur le marché et encore moins pour le diable. Mais c'est une décision qui, évidemment, là, va continuer d'évoluer. Mais je veux rassurer tout le monde, là, il n'est pas question de vendre. Ça, c'est sûr et certain, le diable. Et le géant, ce n'est pas dans nos plans de le vendre non plus. C'est de voir après, si jamais, pour toutes sortes de raisons, on arrivait à la conclusion qu'on ne peut pas le réouvrir parce qu'il y a des investissements quand même assez significatifs à mettre dessus. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Il y aura des réflexions et honnêtement, c'est un processus pour lequel on se donne quand même un certain temps. Troisième question, est-ce que le port du masque sera obligatoire à l'extérieur cet été? Honnêtement, on n'est pas capable de répondre aujourd'hui à cette question-là parce qu'on ne sait pas encore quelles vont être les conditions dans lesquelles on doit évoluer. On sait que l'été passé, on l'a imposé à l'extérieur et que ce n'était pas une obligation gouvernementale à proprement dit qu'on a besoin de le porter en tout temps. Mais je veux juste qu'on se rappelle que il y a des règles qui disent qu'aussitôt qu'on n'est pas capable de respecter le 2 mètres, ça prend le masque, même si on est à l'extérieur. Il y a plein de subtilités dans les mesures sanitaires qui font en sorte qu'à un moment donné, ça aurait pris, je pense, un tableau en 4 dimensions pour être capable de faire comprendre quand est-ce qu'on avait le droit de le porter, quand est-ce qu'on n'avait pas le droit de le porter. Et pour donner un bon sentiment de sécurité autant à nos équipiers qu'aux invités qui venaient sur le site, on a jugé que c'était mieux d'y aller en permanence avec le masque parce que les exceptions devenaient pratiquement impossibles à gérer. Selon ce qui va se passer cet été, on va, en termes des mesures sanitaires, on va voir quelle évolution qu'on peut prendre, mais aujourd'hui, on n'est pas capable de prendre une décision et d'avoir une position ferme à dire ça va être ou non ouvert, on va ou non imposer le port du masque à l'extérieur. On n'est pas en mesure de répondre aujourd'hui, mais il reste que si c'est aussi complexe que c'était l'année passée, malheureusement, je pense qu'on va devoir prendre les mêmes mesures qu'on avait prises à ce moment-là. Une quatrième question, avec les assouplissements annoncés par M. Legault, quels seront les impacts pour les commerces et les festivals cet été? J'en ai parlé un peu tantôt. Au niveau des commerces, on pense honnêtement que ça devrait ressembler encore une fois à l'été passé. On aurait ouvert cette année, après la fermeture qu'il y a eu à partir du temps des fêtes jusqu'à la mi-février, on aurait ouvert avec des capacités qui sont très restreintes. On espère que ces capacités-là, on va avoir un petit peu plus de latitude. Pour ce qui est des festivals, aujourd'hui, comme je dis, on n'a aucun signe. Puis on a fait des demandes, puis l'ensemble de l'industrie, le regroupement des événements majeurs, tous les gens qui organisent des festivals veulent savoir qu'est-ce qui va se passer cet été. Ce qu'on croit comprendre, c'est que le gouvernement devrait se positionner vers la mi-avril, mais il reste qu'il y ait, même s'il nous permettait de le faire avec des conditions X, Y, Z, si on le sait, la mi-avril, c'est tard pour organiser des événements. Donc, nous, on pense que les événements qui étaient au calendrier en 2019, il n'y a pas beaucoup de ces événements-là qui vont se répéter au calendrier de 2021. Fait que chacun va être évalué en fonction de ce qu'on est capable, ce qu'on n'est pas capable de faire selon les directives de la santé publique. Mais je n'ai pas un grand espoir d'avoir un été avec une grande trame événementielle cet été. Maintenant, une question très, très pointue et spécifique. Comment réagir si un jeune enfant ne porte pas le masque lors de son entrée dans une boutique? Là, il y a toutes sortes de considérations. Puis effectivement, c'est une très bonne question. Puis on veut, nous, s'assurer que les mesures sanitaires sont respectées.
particulièrement auprès de nos équipiers masques, lunettes et surtout de distanciation. Mais après ça, du côté des invités, ben là, le masque est obligatoire pour les adultes. Fait il y a une question probablement d'essayer d'adresser avec les parents, de dire y a-t-il moyen de demander poliment aux parents de dire regardez, on veut s'assurer que les mesures en place s'appliquent à tout le monde. Donc, s'ils n'ont pas de masque, idéalement, il faudrait probablement qu'ils restent à l'extérieur, ou s'ils sont à l'intérieur, il ne faut pas qu'ils touchent à à toutes sortes d'items. Donc, je pense que c'est une approche qu'on essaie d'être la plus compréhensive possible, mais il reste qu'effectivement, il faut qu'on s'assure, nous, de protéger la santé et la sécurité de nos équipiers. Donc, on veut vraiment on veut vous donner la latitude d'intervenir, mais auprès des parents, pour s'assurer qu'on ne crée pas d'enjeu de ce côté-là. Question sur les opérations montagne-hiver avec la fonte de neige. Est-ce qu'on croit garder la montagne jusqu'au 18? Honnêtement, on pense pas avoir d'inquiétude de ce côté-là, là, à moins de catastrophes. L'épaisseur de neige qui a été faite dans les grands boulevards, les pistes qu'on qualifie les pistes de printemps, devrait nous permettre de se rendre sans difficulté au 18 avril. C'est sûr que s'il pleuvait et il faisait 20 degrés pendant 20 jours consécutifs, on aurait peut-être une discussion différente, mais sauf s'il y a des catastrophes naturelles non prévues, il n'y a aucune raison de penser qu'on ne se rend pas au 18 avril. Une question sur le projet de la remontée Timber, est-ce que ça va aller de l'avant? Évidemment, comme j'ai dit, tous ces projets-là, comme j'ai déjà dit précédemment, là, tous ces projets-là ont été mis sur la glace pour l'instant. Ils n'ont pas été éliminés, ils ont été reportés, donc on pense qu'on va être capable d'aller de l'avant éventuellement avec ce projet-là. Ce n'est pas cet été, ça c'est certain. Est-ce que ça va être l'été prochain ou l'autre? Tout ça, c'est des choses qui nous restent à discuter, mais le projet n'a pas été abandonné, il a été mis sur la glace en attendant qu'on ait une meilleure vision sur ce qui va se passer avec la pandémie. Ça fait le tour des questions qu'on a reçues à l'avance. Il y avait des commentaires sur les félicitations qu'on essaiera de trouver des moyens de faire des mentions spéciales aux gens là, qui se sont distingués durant l'hiver. Je pense que des histoires des belles histoires d'accomplissements extraordinaires cet hiver, il y en a quand même plusieurs. Donc, tout ça, là, au niveau des remerciements, là, on va essayer d'adresser ça correctement parce que je sais qu'il y en a qui avaient envoyé certaines choses. On a 2 questions qui ont été acheminées depuis le début de l'Assemblée. Je vais essayer de lui répondre. La première question, le ministère de la Santé a mentionné que les grands employeurs seraient sollicités pour organiser de la vaccination de masse pour leurs employés. Est-ce que vous allez lever la main? Effectivement, oui, c'est notre intention de lever la main pour voir s'il y a des possibilités. On a déjà des discussions qui ont été amorcées à savoir si on serait capable de devenir un endroit qui permettrait de faire la vaccination auprès de ces équipiers, puis ça pourrait inclure même tout le village. On n'a pas il n'y a aucune décision qui a été prise dans le sens que c'est des discussions préliminaires avec la santé publique, mais certainement, si on a l'opportunité de le faire, notre intention, c'est de le faire parce que ça serait une très bonne chose pour vous tous, nos équipiers, que vous ayez accès à la vaccination de façon ordonnée. Et 2, tout ce qu'on peut faire pour aider la santé publique dans ce contexte-là, on veut vraiment le faire. Et la deuxième question, c'était à l'heure actuelle, avons-nous un potentiel calendrier d'événements pour l'été? Comme j'ai répondu tantôt, on navigue un peu dans le noir présentement. On n'a pas d'indication de la santé publique, donc essayer de se faire un calendrier, c'est beaucoup trop prématuré. Quand on verra ce que la santé publique nous permettra ou pas de faire, ça nous permettra de prendre les décisions. Mais on n'a pas aucune directive ou direction présentement en ce sens-là. Ça conclut les questions qui ont été acheminées. Midi pile, on a réussi à couvrir tout le matériel qu'on voulait juste à temps. Je me permets simplement là, de rappeler ce que j'ai dit tantôt. Il nous reste
31 jours, 5 week-ends à la saison de ski. Il ne faut pas lâcher. Il y a des belles journées devant nous. Je pense qu'on s'en va tous dans des meilleurs jours. Je vous remercie de tous les efforts qui ont été faits à ce jour. Il ne faut juste pas lâcher au travers de ces 31 derniers jours-là. Donc, je vous remercie à l'avance de tout ce que vous allez faire. Puis je vous souhaite un très joyeux printemps et au plaisir de se reparler prochainement. Merci.